Très bien. Merci Heather et bienvenue à tous. C'est cette conversation aussi des pompiers. Et ici, c'est la dernière en lieu de la saison. On n'a pas une date pour l'autre, mais c'est probablement le 31 mai, basé sur les Premières Nations, aussi l'évacuation des feux qui ragent. Donc, Terry McGee et Amy Cardinal Cushion pour des feux qui répondent pour les traînées de poudre. Mais sans tarder un peu plus, on va jusqu'à entamer aujourd'hui, c'est les capteurs de taux de croissance ici, de tuer des grenouilles au nom de la science. Alors, on a aujourd'hui Yannick Freeman, Chris Johnson qui est ici avec nous. Yannick Freeman, c'est le propriétaire de Research Limited, le propriétaire qui a désigné et développé aussi les partenariats avec Yukon et Fire Evidence. Aussi, il a aidé à numériser et automatiser, si vous voulez, et avoir un système de conscience avec les services communautaires, les gouvernements de Yukon depuis 2015. Chris Johnson, l'agent de haut cadre pour donner toute réponse pour Western Canada, Saskatchewan, des territoires de Nord-Ouest, le responsable, et aussi il travaille pour les agences de mesures des agences de pompiers. Et il travaille aussi pour le Research Institute Canada, l'Institut de recherche de Canada, météorologie et aussi gestion d'information et les comités d'information et cofondateur de RETA Pollution et précédent président pour des cours de spécialistes. Et ses métiers sur les feux, il voyage beaucoup avec sa famille, il fait le vélo et d'autres expériences aussi. En disant tout ça, ENIAC. Alors, vraiment, quelle introduction interprète. Est-ce que vous m'écoutez très bien, ces entrefaits-ci? Oui, vous êtes clair, monsieur. Oui, fantastique. Et aussi, quelqu'un qui nous écoute, je jouais des chansons avec Matt Coyle aussi. Excellent, une personne que j'admire. Merci beaucoup pour nous avoir ici, pour être ici. Coup de, c'est notre équipe ici aussi. Pour les 45 minutes, on va parler aussi des senseurs qu'on appelle, on appelle ça comme des grenouilles, comme un acronyme. Et on appelle ça c'est l'acronyme pour les détecteurs de capteurs. Et je mets des présentations, mais des fois on les largue. Et voilà, avec cette communauté-là, on parle de... Mais on va aller aussi des règles. Première règle ici, à cause que nous sommes au Yukon, on n'a pas l'accès à la technologie. On ne peut pas avoir accès à votre question qui est dans le boîte de clavardage. Des fois, ils sont peut-être timides, mais si quelque chose vous frappe pendant cette séance, largue-le dans le boîte de clavardage. On va faire notre meilleur de répondre à la question. C'est quoi un grenouille? On sait que détecteurs, les mesures pour l'environnement sont vraiment importantes. Toutes les feux qui peuvent répandre, type l'intensité de cette feu-là, mais la cadence a vraiment un grand, grand impact. Est-ce que ça va aller dans une cabine, dans une communauté? Cette information nous aide de voir c'est quoi la réponse opérationnelle. Ça va nous aider. Et une chose qui est vraiment pas facile, par exemple, à travers de mes expériences, c'est difficile de vraiment estimer comment un feu peut se répandre, cette traînée de poudre. Et donc, on va aller à travers de cette conversation et parler de cette conversation. Pourquoi le Yukon qui travaille avec cette technologie-là, on va explorer l'idée, on parle de l'évolution, et aussi, on va regarder dans le futur aussi, c'est excitant le futur aussi. Et si vous seriez dans les 45 minutes, il y a aussi des jokes, des blagues qui vont s'en sortir aussi, qui vont profiler. En outre de toute la conversation, on va explorer aussi c'est quoi, quel rôle l'opération joue dans le comité scientifique. Et c'est quelque chose qui n'est pas bien parlé des fois, beaucoup de fois. Et il y a tout le temps, qui a besoin de la science?
il y a une dichotomie, si vous voulez. Et donc, si vous êtes l'université, vous ne pouvez pas aller à l'art avec un étudiant de la science, ça c'est clair. Ici, vous avez ici une classique qu'on voit tout le temps. C'est qui a besoin de la science? On va aller sur niveau numéro 5, on va avoir un grand camion de feu, mais le problème, ça ne fonctionne pas très bien. On sait ça. On voit un exemple ici. J'ai travaillé à Lytton en Australie quand j'étais là aussi. Et il y a un temps quand la nature, la mère nature va gagner. On n'a pas le choix. Des fois, ça peut arriver, mais il faut avoir une meilleure compréhension de le comportement. Et quand on regarde toute la présentation, je vais faire mon meilleur, vraiment briser cette dichotomie, si vous voulez, que le monsieur parle. Les recherches, non, je ne sais pas. Je veux parler de la processus plus, l'innovation et comment on pourrait travailler ensemble, tous. Et de laisser en arrière les résolutions, on va aller à l'autre diapositive. Voilà les noms. Comité de sciences de feu. Au Canada, il y a le plus grand renaissance de recherche que j'avais vu auparavant. Il y a plus de personnes engagées qui travaillent dans les différents domaines. Et c'est vraiment excitant de voir les personnes que vous voyez sur l'écran. Peut-être vous les connaissez à travers de votre agence. Voilà, parle, demande des questions. Si quelque chose qui profile, qui se passe à Saskatchewan, je vais appeler Chris là-bas, à Parks Canada. Chris Dallin, par exemple. Et c'est une excellente ventilation. Des personnes le regardent, des grandes agences, le propre département de sciences, des massives ressources, des académiques, la sylvesterie, la foresterie qui est là. Le Yukon, on connaît et on commence à regarder ça très bien. Mais ce que j'aime de cette liste ici, sur l'écran, c'est que c'est chacun sur cette liste a quelque chose à contribuer. Chaque agence, chaque université, chaque chercheur, on ajoute de notre connaissance là. Et donc, oui, c'est important parce que tout est lié avec il n'y en a pas une personne, un chercheur, innovation. On travaille tous ensemble pour avancer. Ça, c'est la clé. Voilà, les webinars. Le webinar, c'est le deuxième avant le dernier. Et quand j'étais là, j'ai vraiment fait la lutte pour cette position, pour être ici. Il y a une recherche extraordinaire qui se passe maintenant. Et les webinars, c'est un excellent outil d'avoir l'information. Malheureusement, on ne peut pas les faire l'hiver. Et maintenant, nous sommes presque fin d'avril, des saisonniers qui viennent de rentrer, au moins pour ils écoutent cette présentation. Ça, c'est les personnes que je veux contacter aujourd'hui. Si on pourrait avoir plus de personnes aujourd'hui, demander des nouvelles idées en avant, ça va nous aider à guider comment on avance dans le futur. Et donc, si on pourrait avoir plus de personnes qui vont jouer ce rôle-là, ça va être fantastique. Peut-être une option, peut-être, je ne me pas inscrit pour ça, mais c'est là. En tout cas, on va aller maintenant en avant. Première chose de référence, ici, il a dit, pourquoi des grenouilles au Yukon? Les frogs qu'on appelle, des grenouilles. Pourquoi le Yukon, une place qui n'a pas une science de département qui travaille pour développer les détecteurs de capteurs? Comment ça fonctionne? Comment on va le mettre dans un contexte? En Ontario, qui a une section, la Colombie-Britannique, Gold Pensam, je pense qu'il est responsable là-bas, non? Et je montrer pourquoi cette diapositive est importante. Pourquoi le Yukon à Fort McMurray, excusez-moi, je mets ça dans un petit contexte. Au moins des personnes qui n'ont pas été au Yukon à date, il y a des personnes, le Yukon, c'est comme la Suède. C'est pas massif, mais un grand pays, si vous voulez. Et voilà, il y a un peu d'affinité là-bas et beaucoup de diversité, grand plan géographique, un grand map. Si on met tous les avens à Fort Mac,
de un côté de la rue et on met tous les enfants de Yukon ensemble, il pourrait avoir une population de 20 000 personnes. Donc, quand on regarde le Yukon, vous avez un grand superficie pour des très petits des ressources. Le webinaire, il fait un geste avec, il hoche sa tête, hein, avec son format. J'ai travaillé là, il dit oui. Mais le Yukon, il y a des ressources à gauche. On a dit, peut-être vous connaissez, voilà, nous disposons de quelques ressources là-bas. On a des bons ressources, des bonnes personnes dans le programme. Mais et on a aussi des trappeurs, qu'il a dit. Et c'est vraiment difficile de vraiment gérer les feux. Dans 20 secondes moins, je vais vous donner tout le drill. Et on a 100, nous gérons les essais de 100 chacun. Mais ceux qui est vraiment, les personnes sont un peu chamboulées, on gestionne juste 20% de ces feux-là. 80%, on fait une surveillance ou on fait des choses indirectes. Et ça, c'est un différent déplacement. Si vous voulez, au lieu de vraiment éteindre les feux, on va voir où ils vont aller, contrôler, et en espérant de ne pas vraiment coincer avec quelque chose et frapper d'autres choses, une cabine ou un cabanon, n'importe quoi. Comme Matt a dit, écoute, le feu, c'est délicat. Et je pourrais dire, les feux sont délicats. C'est délicat, un feu, hein? Et ça, c'est moi, l'article Cercle au Nord. Je vois une feu d'Alaska qui vient là. Et voilà, on l'a pas hérité. C'est juste moi qui l'avais roulé à travers. Et je l'aime parce que c'est lié le fait qu'on n'a pas beaucoup de ressources. On devrait faire attention, les surveiller, voir qu'est-ce qui va arriver. Si on regarde le feu, vous allez apprendre des feux. Vous allez demander des questions. Pourquoi ça fait ça et pas l'autre chose? 24, il y a du soleil ici, 24 heures, oui, c'est facile. Il y avait une sécheresse aussi. Et après ça, et je sais pas, j'ai aucune idée. Il y avait des courants d'air aussi en même temps. Deux questions fondamentaux. Il faut demander dans les recherches, dans le comportement. Je me demande pourquoi, point. Ça me rappelle de ça. Et vous allez vraiment tirer des lignes de parallèle et connecter toutes les choses. Et je pense que ça, c'est la vraie innovation. Ça amène de là. Ça commence de là. Et voilà. On va jusqu'à aller sur, voilà, le WFBSC. Une idée est née où exactement? On voit ici avec le feu, le vent, et aussi on a tout le monde qui a fait la formation. Il y a un afflux à droite, un afflux, et voilà, on a les vents, un afflux qu'on appelle à gauche puis à droite. Mais quand je faisais ça en 2002, 2004, à une cour de spécialiste, il y a moi j'ai brûlé des arbres, il a dit oui, mais Terry, comment on va le savoir? Et puis quelle pression il y a cette feu-là? Comment on va le savoir? Et ça va être quoi la flux? Et il a dit, Monsieur Johnson, il dit, étudiant, écoute, on a un petit toile là. Il y a une petite courbature là. Si vous êtes en avant de cette qu'on appelle boucle, 5 minutes là, voilà, vous êtes là avec le afflux. Et Terry, je dis, écoute, cette boucle-là qu'il appelle, est-ce que vous me dites que vous avez voir une ligne où ça a commencé? Il faut multiplier par 5 fois. Et Johnson, bon, écoute, vous allez tirer le feu dans la terre et attendre que la fumée vienne. Si ce n'est pas cool, si comme un spécialiste ou un analyste de comportement du feu, on pourrait en effet présager cette pression qui va aller, cette calibration de pression qu'il appelle le monsieur, ou l'air qui va venir dedans, et qu'on appelle ça une petite lancée de très haut, qu'il appelle. Demain, au pic de cette brûlure-là, ça va aller à 250 mètres. On va être en avant de cette feuille-là, non? Comme spécialiste, je vais regarder l'environnement, comment je pourrais utiliser cet environnement pour avoir mes tactiques plus semblables, plus effectives, plus fondées. Et peut-être une ligne de...
Ici, on a le pyrrhecumulonimbus, jusqu'au où s'attend le gradient de pression. Question 1. Question 2, le monsieur demande, pouvons-nous prévoir cela améliorer les opérations de l'image? Et ne serait pas génial si on pourrait faire ça, il dit. Et après ça, on a l'Université de Saskatchewan ici, les opérations des traînées de poudre, division à l'ouest. Et ça, c'est l'origine de toute cette histoire-là des grenouilles. Mr. Bean aussi, et je ne peux pas trouver un autre. Et quand je parlais à Mike Fraser, et tout excellent, on va appeler ça grenouille, on va lancer ça des avions. Mais qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi ça? C'est des acronymes. On va appeler ça des grenouilles? Oui. On va lancer des grenouilles dans le feu? OK. Vous pouvez m'enregistrer. Je suis inscrit. Dis-moi votre idée. Dis-moi votre idée. Et donc, on va y avoir des petits détecteurs de capteurs. Ça, c'est les grenouilles qu'on voit ici sur l'écran, jaune et rouge. On a parlé de ça et comment on pourrait vraiment arriver à une chose comme ça. Et chanceux qu'il était vraiment le chef de toutes les communications. Et donc, on a demandé des ingénieurs en mécanique aussi, de trouver des génies mécaniques. Et dans cette classe-là, il est revenu avec les schématiques. Et c'était propre, mais peut-être pas un produit viable. Trop grand, trop court, et beaucoup de... Voilà. Voilà, c'était une excellente idée, mais on l'a laissé là pour le moment. Mais par contre, on défile en avant 2018. Je travaille dans les territoires de Nord-Ouest et Mark Ackman arrive sur la scène. Une autre personne intelligente avec le département de génie à l'Université d'Alberta. Donc, il travaille avec des innovations. Et peut-être on pourrait, oui, c'est une excellente idée de larguer les grenouilles dans le feu pour avoir. Ici, les choses ont continué à évoluer. Et donc, il a mis aussi un inscripteur de données à l'intérieur de ce détecteur de capteurs qui nous montre c'est comme un seringe. Et donc, on pourrait le larguer de n'importe quelle hauteur. Et ils ont fait aussi des tests, ça n'a pas survécu. Il y avait un transmetteur sur ça. Et aussi, c'était des prototypes, les premiers en effet. Après ça, il est revenu, il a physiquement trouvé si on pourrait chercher les données. Mais ça n'a pas servi aussi, ça n'a pas servi mon objectif, comment vite ça va répondre cette feuille-là. Ça va s'étaler. Et donc, ça fonctionne un peu. Et après ça, le Yukon. Où nous sommes aujourd'hui. Et donc, on fait jusqu'à 20, et n'oubliez pas, on attaque 20% à gauche. Ça, c'est une des anomalies qu'on voit ici. À gauche, c'est 22 h 23 h le soir. Il y a, et tout que le système, ça ne devrait pas arriver. Mais ici, en arrière de Marc, entre nous, c'est l'autoroute d'Alaska. Nous sommes ici sur la montagne, sur le petit mont, le grand mont là-bas. On regarde, peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qui va, on fait des calculs. C'est juste que c'est juste des conjectures, hein. Et c'est bon d'avoir un taux d'étalage. Et ce taux d'étalage est important aussi. C'est les nouveaux bureaux ici. Il y a les nouveaux agents, excuse-moi, différents outils, il l'adapte, il adopte ça vite et il avance notre programme en avant. Si on met ça à tous nos agents, tous nos pompiers qu'on voit ici, ils vont adapter au programme, il dit le monsieur. Ça, c'est excellent. Si eux, ils pourraient avoir un taux d'étalage et nous donner à voir, et fait aussi la planification d'atténuer des risques. Et c'est une excellente
et on va parler avec Yannick Friedman. Yannick Friedman, le Franco Connetou de le Yukon. C'est un centre de ressonance, il joue dans les symphonies, il construit des choses, mais il travaille aussi avec le côté environnemental pour nous aider avec nos décisions, avec un système de risque. C'est lui qui nous avait aidé ça. Et aussi, c'est lui qui était là pour... il y a une capacité incroyable d'écouter des personnes opérationnelles, de comprendre le problème et de trouver des solutions. Et donc, moi, sans être réticente, sans hésitation, il a dit oui, je pourrais le construire. Vous êtes le wizard, vous êtes le spécialiste, monsieur Magie. Et donc, il a fait, il a trouvé, il a construit, et il est revenu au bureau. Et je ne veux pas dire qu'est-ce qu'il a construit, c'est lui qui va parler. Mais Yannick, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez construit, Yannick? Merci Chris. Voici le... Qu'est-ce qu'est un frog, une grenouille? C'était une adaptation, on va faire la traduction aussi, les capteurs Fire Forward Rate of Growth, les grenouilles, les frogs, sont des capteurs qui fournissent des données en temps réel sur les conditions à la tête d'un feu de forêt. À gauche, de forêt active, là où il est normalement trop dangereux de déployer des ressources. C'est ça qu'on va mettre à l'extérieur dans les hélicoptères. C'est ça qu'on va le monter là. Après ça, on va larguer le capteur grenouille avec les choses oranges ici. Et après ça, ça le passé, c'est un scientifique, comme vous voulez. On va mettre une banderole. On va mettre une banderole. Le banderole est orange ici, on le voit. Et on va vraiment le prévenir de craquer, de briser. Et cette banderole va le protéger. Donc, c'est excellent d'utiliser sur cette application-là, la banderole. Cette banderole est une tarpe, un tarpaulin si vous voulez, qu'on avait coupé et on avait ajusté. Et donc, cette capture écran à droite, c'est la migration des données, une utile commune, on le connaît tous. Et dans ça, on va les données de temps réel sur les conditions à la tête sur le terrain. Donc, c'est une carte qui est en mouvement, en perpétuité, et le logiciel qui fait le lien entre les deux choses, et ça s'appelle le EMD. Ça va mettre toutes les données sur une map en temps réel, et avec les détecteurs de capture, et ça va produire une fiche, si vous voulez, dans un format que vous pouvez importer dans l'Excel et analyser comme vous voulez. Et donc, ce système coupe réduit avec cette de transmettre les données. Il ne faut pas aller récupérer les données. Vous les mettez dans une place où on ne peut pas mettre des ressources humaines. Ça, c'est une chose qui coupe des dépenses. Et on prend avantage d'une plateforme existante et de mettre aussi les capteurs, ceux qu'on cherchait. Maintenant, pas comme... il n'y en a pas un GPS, le frog, le grenouille, le système grenouille. Et quand c'est largué d'un hélicoptère, et l'opérateur va noter la position et on va connaître la position sans GPS. Sans GPS. Et donc, comment ça fonctionne? Laisse-nous regarder l'autre diapositive. Ici, on a comment fonctionnent les grenouilles. On a les flèches en haut, à droite, à gauche, verticale, horizontale. On voit le routeur, un réseautage de mailles. Cet réseautage de mailles fait une communication entre eux pour élargir la fourchette pour la distance de cette rover à l'intérieur des frogs qu'on appelle. On va garder cet acronyme-là pour la conversation, plus des grenouilles qui restent dans un état qui ne bouge pas, si vous voulez, sont inoccupés ou arrêtés. Donc, au ralenti, si vous voulez. L'idée est que d'utiliser pour aller cet terme, si vous voulez,
les grenouilles qui sautent. C'est ça qu'ils les appellent. Dans les flammes, c'est les flammes qui vont jaillir. Donc, c'est ça qu'ils parlent. C'est comme un match, c'est un jeu de téléphone qu'on avait joué quand on était des enfants, ici au Québec. Et on travaille aussi sur l'imitation, un kilométrage. C'est pas beaucoup. Ça, c'est un relais, un système de relais qu'ils appellent. Comment ils font ça? Les grenouilles communiquent entre eux avec un routeur et un logiciel. Et c'est une collaboration entre des grandes compagnies autour du monde pour pousser cette évolution des technologies. C'est une excellente application pour quelque chose comme ça. Et c'est facile sur les fréquences qui fonctionnent mondialement. En Amérique du Nord, on a utilisé 700 MHz. Quand les données sont reçues par cette rover qu'il appelle, cette médor, si vous voulez, cette vagabond qui relaie, après ça, ils vont... la batterie de cette grenouille est 48 heures. 48 heures au terrain, au sol, et quelque chose qui pourrait être rechargé 8 à 10 heures, dépendant les unités à l'extérieur. Maintenant, les données pourraient être... on pourrait vraiment avoir plus qu'une grenouille concomitante. C'est-à-dire, si vous allez épingler les mesures maintenant, on va regarder les mesures. Beaucoup, que mesure-t-il? 1. Température, pression, particules, humidité, détection de flammes. 1, c'est juste la température. Maintenant, l'humidité et les détections de infrarouge, deuxième génération, à 2022. Ça, c'est au commencement, c'était juste la température, 2017. Le système est désigné de déterminer cette taux d'étalement de feu, cette propagation-là. Donc, on cherche ici la signature numéro 2, la pression de différencier de perte de signal et aussi la présence d'un feu. Quand le temps zéro, quand vous faites votre calcul. Et on a trouvé que les températures prennent trop de temps d'égaliser si un feu qui va vers l'unité avant d'être incendié et d'être brûlé au complet. Mais pression et particules sont là. Et il y a des choses positives, l'infrarouge, il y a des choses positives, négatives, à moins que vous avez des conditions qui sont un peu nuageuses. On a fait un test sur les dispositifs de deuxième génération. On les mis dans les deux mains et on a commencé un feu et on a vu une augmentation dans la première unité et B a répondu un peu plus tard cette diapositive. Non, un de nos techniciens a fait un test l'année passée sur des conditions ensoleillées. Et ça brûlait les unités sans données, zéro données. Et écoute, les détecteurs de capture étaient pleinement saturés à ce moment-là, en faisant le test. Et donc, pour la pression maintenant, ce qui est en vert, intéressant, mensuration à faire. Quand vous avez ouvrir la porte de l'hélicoptère, et ça va être une mensuration immédiate par le détecteur de capteur de pression. Mais quand c'est au sol, par exemple, ça c'est les données pour le temps zéro et changement qu'il appelle. Plus de détails sur notre et aussi... Voilà, à Chris maintenant. Merci beaucoup. Mais fonctionne-t-il le CA005 de cette conversation? Il y a peut-être... on commence à opposition de midi. Un pilote qui connaît les heures finales et les pompiers évidemment aussi. Et maintenant, on va aller à 14 heures, position 15 heures. Vous avez activé les détecteurs de capteurs. 17 heures, vous allez prendre votre vol. Et c'est comme le photon ici, ça représente ce que vous voyez. Des fois, vous êtes chanceux, il y a une ligne électrique, vous pouvez facilement identifier et voir votre taux d'étalement de feu. Des fois oui, des fois non.
Mais ici, c'est vraiment difficile de vraiment établir l'étalement de feu là, de taux. Si à 18 heures, vous allez voir cette feu et le grenouille comment donne toute l'information jusqu'à ce décès, dit le monsieur. Mais j'aime cette on parle des propagations de flammes ici, le fire spread qu'il appelle. Les propagations des flammes a été demandées aux certaines universités aussi, et c'est ça qu'on a ici. C'est excitant pour moi, cet dispositif ici. Euh, et quand on parle des personnes, Canada, Edmonton, et ce que j'aime vraiment, il y a beaucoup, à chaque fois qu'on a des conversations ici, il y a des idées qui profilent. Où nous en sommes aujourd'hui? Ça, c'est la question. Et, 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 et si vous ne pouvez pas vraiment répondre aujourd'hui, ça demande pourquoi on fait ce travail ici des fois. Et quand la conversation, les économiques sont incroyables. Ils demandent comment les données pourraient vraiment être tirées. Et quand on les voit, quand les feux de venir ensemble, est-ce qu'on pourrait avoir des modèles de différentes propagations des flammes, qu'il appelle le taux de propagation? Et de côté opérationnel, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et si ça va à 16,7 mètres à chaque minute, on sait combien de temps ça va prendre pour cette feu d'y arriver, de frapper la communauté. 2 kilomètres. Ça, c'est de vrais applis. De vrais applis, de donner vite et faire des décisions. Comme un spécialiste, alors écoute, j'aimerais voir quelqu'un qui pourrait trouver un génie spécialiste et prendre les données et donner aussi comment cette feu va se répandre. Et vous pouvez pousser des meilleures décisions avec ces outils-là, cette appli-là. Et vous savez, je ne veux pas dire le point trop, mais pourquoi vous en préoccupez? Écoute, si j'avais quelque chose comme ça, d'avoir, et ça pourrait profiler des données réelles que je pourrais donner aux agents et aider les utiles, et de ne pas être avec les mêmes menottés, dit le monsieur, comme dans le passé. Et on va où exactement? On va-t-il? Où va-t-il ça? L'évolution. Voilà, Wildfire Canada, qu'on appelle cette association internationale de traînées de poudre Canada. Et j'ai parlé avec un étudiant de l'EAWF, qu'on voit ici à notre écran à droite. Et quand quelqu'un vous parle, mais vous n'écoutez pas jusqu'au moment que vous écoutez, et je dis, oh, ça c'est incroyable, c'est cool, pourquoi on ne peut pas les réutiliser? On ne peut pas les utiliser une autre fois. C'est une boîte plastique. Et donc, on parlait, et s'il ne faut pas brûler avec ça et avoir cette information, ça, oui. Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi c'est pas réutilisable? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il n'y en a pas une application? Oui, mais grand feu pourrait brûler ça. Et donc, mais il a parlé et a parlé. J'ai réalisé une chose ici. J'ai manqué une grande observation que si vous pouvez utiliser cette technologie de leapfrog, de cette saute grenouille qu'on appelle en français, c'est vraiment simple d'avoir un réseau, échanger les choses, les détecteurs capteurs, et vraiment voir tout un grand feu. Et j'étais vraiment excité avec ça. Teneur, quand on a travaillé au S5, on a parlé beaucoup de comment on pourrait avoir un teneur en humidité de combustible pour de différents climats, c'est-à-dire la topographie qu'on voit ici. À gauche, on voit quelque chose qui sont communes, si vous voulez, et toutes qu'on voit ça. Ça, c'est les dominateurs qui sont pas mal les mêmes. Donc, si on peut faire cette teneur en humidité de combustible de topographie, ça pourrait être fascinante. Et à chaque après-midi,
on pourrait, écoute, dire à 17h04, il y a l'éclat de cette feu. Vous pouvez amener ça à la banque. C'est des données, ça. Et on regarde ça avec le LCES, dit le monsieur. La surveillance, communication, des chemins de s'esquiver et aussi des zones de sécurité. Et ça, c'est les indicateurs quand le système rentre. Mais je sais, la seule manière qu'on pourrait répondre aux questions, d'écouter à des personnes et avoir des différentes personnes poser les différentes questions et différentes idées. Là, l'innovation commence à prendre vie. Et c'est tout le travail de travailler ensemble tout le temps. Et j'ai pris ça et j'ai parlé avec Yannick et je dis, écoute, dans ce moment rare que Chris Johnson, moi-même, a écouté comment on pourrait faire, et il m'a regardé ça avec avec les yeux typiques de écoute, dis-moi ce que vous voulez faire les mensurations, de mesurer, on pourrait le faire. C'est très simple. Mais c'est quoi que vous qu'est-ce que souhaitez-vous mesurer? Exactement. Donc, le seul aussi, comme Lego, c'est une module que vous pouvez le structurer comme vous voulez. Maintenant, si on veut aller à cette mesure de température, on a beaucoup de temps pour la température égaliser et de prendre de détecter et de faire la péréquation de cette feuille-là. Et donc, s'il y a le soleil aussi sur le sol, aussi ça fait une différence. Cette version qui vous appelle ça, qui est un grenouille, pourrait être un dispositif réutilisable. Donc, pour déterminer le taux de croissance, on pourrait avoir la propagation des flammes, le taux, avoir les détecteurs de capteurs à l'extérieur avec une thermostat mécanique et pousser les dépenses vers le bas, peut-être la moitié, 50%. Donc, cet appareil-là, que le monsieur appelle, pourrait être coupé dans les dépenses. Donc, juste pour vous donner une idée, on a regardé dans les applis des détecteurs de capteurs de contact, angle, distance, son, ce qui pourrait être pertinent pour l'organisme. Gardez en esprit avec cette technologie qui est vraiment bas comme, si vous voulez, la bande passante ou largeur de bande. Et il faut le garder en note, inaudible, chevauchement. Et il devrait avoir... Oui, définitivement. Donc, ce qu'on avait fait ici, on avait pris une idée, et on l'a mis à travers de certaines évolutions, et maintenant on a des prototypes qui fonctionnent. Et nous sommes à ces entrefaits ici où on demande des personnes, engageant avec des personnes. On a beaucoup de questions intéressantes. Donc, Lauren Koch, il y a une personne qui a demandé une question aussi, qui pourrait demander des questions. Est-ce qu'on pourrait le mesurer? Est-ce qu'on pourrait mesurer? Oui. Mais pourquoi on veut mesurer ça? C'est quoi les avantages? Si on garde des choses carcinogéniques, par exemple, parce que c'est l'information qu'on pourrait traquer des différents aspects, des différentes données. Ça pourrait être fantastique. La dernière chose avant d'aller à la dernière diapositive, si vous avez amené quelque chose avec vous, ce que vous avez pris ici aujourd'hui, à côté du fait que de lancer des grenouilles dans le feu, c'est fun. Si vous prendre quelque chose avec vous, chaque personne ici a quelque chose à contribuer pour avancer la côté scientifique. Il ne faut pas faire partie de notre agence ou des grands agences. Il faut avoir un esprit qui demande des questions, des bonnes questions, de travailler avec des personnes, et c'est ça qui va avancer les programmes de feu en avant. Et je vous garantis, quand il y a des plus grands engins, des camions, Matt, c'est ça. Maintenant, on a eu cette question ici, on n'a pas accès au chat. Et certaines questions, est-ce qu'on a des questions, Matt? Pour cette intéressante... elle ne présente pas de questions à date. OK.
Soyez libre si vous avez des questions de le mettre dans le chat maintenant. Euh, si vous avez une minute, peut-être. Voilà, les tueurs euh, d'avoir aussi des conversations quand de notre personnel saisonnier auront une opportunité de le voir. Et nous avons eu des discussions autour de ça. Peut-être c'était pas faisable à travers de la saison qui on a beaucoup de feu. Par contre, toutes les présentations sont enregistrées, sont disponibles sur le site web. Si vous allez voir une présentation dans l'hiver, et peut-être c'est bon que notre équipe aurait la chance de voir tout ça, vous pouvez voir un exemplaire de ça, un enregistrement, et l'écouter, qui va faire peut-être faire partie de l'information. Et au lieu de faire ça à plein d'été quand on a beaucoup de feu. En disant ça, il y a des questions qui viennent d'être larguées dans la boîte de clavardage. Brian Waynes, il demande, peut-être je ne l'avais pas manqué, mais comment ça coûte les grenouilles? C'est quoi le coût exactement? Oui, peut-être un prix, pour Brian, ça va être un prix spécial. Merci pour la question. 100 pièces. 100 pièces pour chaque grenouille. Le Rover, c'est à peu près 200 pièces. Le Rover, c'est un Médor, si vous voulez, électronique, qui est à 150 pièces à peu près pour le Rover. À peu près ça. Merci pour ça. Greg Walker aussi. Il dit, il ne comprend pas comment vous pouvez avoir le taux de propagation des flammes. Est-ce que vous mettez un kyrielle, le temps de feu et la location pour assumer la propagation des flammes? C'est exactement ça. Si vous allez en bas des grenouilles, chacun il sache où est l'autre. Donc un il connaît la position de l'autre. Et quand le feu va être consumé, ça c'est le temps d'arriver à chaque grenouille. Chaque grenouille est au courant quand le feu arrive à l'autre. Voilà, merci beaucoup. Razum, s'il vous plaît, ça, c'est les rovers, c'est des robots, hein, c'est des éclaireurs. Combien vous avez déployé sur des passifeux et quelle couverture vous avez le but de couvrir? Pourquoi vous m'avez demandé cette question? Elle dit pour les robots, pas assez. On n'a pas assez d'espace à couvrir. 5 grenouilles, ça c'est le concept. Et ça c'est bon. On a pensé ça. J'aimerais avoir plus sur des feux prescrits. Peut-être le Yukon, l'année passée, on avait eu beaucoup d'opportunités, mais on n'avait pas des personnes physiques pour les larguer. Mais on aurait besoin des hélicoptères. Mais quel pouvoir statistique pour avoir les meilleures pratiques? Et voilà, peut-être on pourrait demander cette groupe de recherche. Aussi, c'est quoi exactement l'aménagement? Quand vous aurez largué les froggers, on avait déployé à Carvex 5 qu'il appelle, il y avait un feu là, côté sud-ouest du feu, et le feu était avec un peu de vent dans le temps, mais ça rentrait dans une poche qui est très lourde. Et donc le feu était allé à rebours un peu et ce qui était intéressant ici, j'avais estimé cette propagation des flammes de taux était plus haut que j'avais pensé. Excellente question. Chaque fois on fait ça, on apprend quelque chose de nouveau. C'est le nouveau terrain ici, nouveau monde, d'avoir les détecteurs de capteurs et avoir aussi un qualificateur secondaire, corollaire si vous voulez, peut-être un ours qui va manger une grenouille, on ne sait pas. Mais on a réalisé ça, je pense, des personnes d'avoir aussi le soleil direct pourrait avoir une valeur probante là-bas. Excellente question. Une autre question, d'autres questions? Il y a certaines questions aussi, oui. De Razim. C'est
plus centré sur la recherche, est-ce que vous avez considéré un feu anémométre, qu'il appelle, pour l'instrumentation, pour les instruments? Oui, il existe, mais plus statique dans une position, peut-être va augmenter le prix. Je ne l'ai pas fait encore, mais je vais le faire. Pour cet appareil-là, Steve Taylor, combien loin vous pouvez donner la transmission? Avez-vous les problèmes de recevoir les signaux dans le terrain, au sol? On est des restreintes là, dans cet spectre-là, 1 km, ligne de vision, si vous voulez, 1 km. Mais quand on fait un test au sol, on a aussi la couverture de bois qui fait un problème. Et 3-4, on utilise cette leapfrog, concept de leapfrog, le sautement de grenouille. On a ce concept qu'on garde tout le temps en tête. Laisse-moi dire, à 816 MHz, fréquence légale en Europe et d'autres places, on a 5 fois le montant de puissance, mais pas ici au Canada. 750 ici. Voilà, vous êtes enregistré, faites attention, ils sont pas loin. Félicitations. Et un autre, est-ce que de jouer avec... Laisse-moi parler à cette onde-là. Est-ce que c'est lourd, cette énergie marimotrice inaudible? Je dirais à peu près 200 grammes. On parle poids, le poids de cet appareil-là, 200 grammes. 200 grammes, si j'ai bien compris. Merci pour cette information. Et on aurait besoin d'un hélicoptère, malheureusement, il dit. Sinon, fantastique. J'aime cette idée des capteurs de taux de croissance pour tuer des grenouilles au nom de la science. Deux autres questions. Et Steve a une autre question, M. Taylor. Le temps d'arriver pour trianguler le taux de propagation des flammes et la direction de flammes. Est-ce que vous pouvez le trianguler? Oui, une pouce en haut pour ça. Oui, il y a ce déploiement des fans pour trianguler ça, diviser en triangle. C'est quoi la gamme, la fourchette optimale? Ça, c'est une chose. Et de tout aligner ça, peut-être c'est meilleur. Et peut-être vous pouvez le capturer aussi. On parle ça d'un système de l'éventail. Et Richard Carr maintenant. Oui, dernière question de Richard Carr. Je me demande si j'avais pas compris, mais combien de fois que le grenouille pourrait transmettre les données des mouvements latéraux et verticaux? Mais combien de fois il peut transmettre les données, cette grenouille-là, chacun? Les grenouilles sont épinglées. Quand cet robot donne les données, écoute, je suis ici, voilà les données. Ça donne ça, et en utilisant cet robot, il pourrait aller en mode de pouvoir, de puissance de batterie en bas. C'est pas la deuxième partie. Si j'ai bien compris, vous demandez est-ce qu'il pourrait parler des différents couches de l'atmosphère? Non. Ici, la pression barométrique est un peu différente, dit le monsieur barométrique. Est-ce que vous m'ouvrez, Sinn Féin? Vous m'écoutez bien? Oui. La température, la pression, vous pourrez avoir une idée de l'altitude si vous voulez, et le sol. Pas forcément, on ne connaît pas la précision, mais c'est intéressant de peut-être, si on avait les GPS sur ça, donner un mouvement latéral, et ça pourrait aider aussi, identifier les choses qui se passent dans l'atmosphère qui pourraient contribuer au feu, et aussi avoir toutes les, ce qu'il appelle le monsieur les, les vents vers le bas et les vents vers le haut. OK? On a, écoute, la position de GPS sont recordées des robots le temps qu'ils sont largués
Donc, c'est à peu près 10 mètres. C'est pas vraiment corrigé en sa différenciation. 10 mètres, c'est correct. Donc, Jason, oui. Merci Chris et Yannick. Voilà. Non, c'est pas l'intensité. Et tout ça, mais non, on n'a pas l'intensité. Euh, on parle des courants descendants et des courants ascendants, hein, le monsieur. Je suis sûr que vous avez demandé la question, mais c'est pas inclus. Dans les plupart des scénarios où on va les déployer, on va voir une intensité d'un feu de classe 6, classification numéro 6. Et peut-être on devrait regarder sur l'intensité. Et aussi des feux qui sont poussés par le vent, soit courante descendante, soit courante ascendante. Merci. Et ça, c'est la conclusion qu'on a le temps pour aujourd'hui. Merci beaucoup à notre ami québécois et francophone partout au Canada. Euh, et partout dans le monde. Et toutes les présentations sont disponibles à tous les membres aussi pour faire le téléchargement, n'est-ce pas? Si Heather peut-être, si je ne m'abuse pas, le site web est disponible au public aussi. Vous pouvez aller là, comme public, ouvert. Merci beaucoup, c'est excellent, c'est génial. Je connais d'autres personnes qui peut-être ne sont pas des membres, ne font pas des membres de cette famille-ci, et peut-être ils pourront prendre avantage des présentations présentes. Une autre question. Est-ce que cette technologie est proche d'aller prototype sur un modèle de production qui pourrait être disponible pour les autres agences? Est-ce que nous sommes prêts d'aller prototype à production? C'est prêt maintenant, on le produit maintenant. Et pour le gouvernement du Yukon, ça pourrait être prêt pour les autres agences aussi. Si vous voulez, vous pouvez aller sur le site web et les diapositives pour les détails sur ça. Une chose que je pourrais dire, c'est c'est pas que vous allez chez Walmart et le trouver sur l'étagère. Non, ça c'est pas le cas. À ces entreprises-ci, on fait la production, mais c'est vraiment fascinant cette technologie-là. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, et Yannick, est-ce que vous pouvez faire ça? Et c'est un processus un peu sensible, si vous voulez. Voilà. Et voilà. Merci, 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 j'apprécie ça. Donc, Jeanne, il va enlever ça. Une dernière chose, à la prochaine webinaire. Merci beaucoup à tous cet après-midi. Avant Matt, j'ai une question. Chris, combien de données que vous avez à date? Avez-vous à date? Un chiffre précis et différent vous donner. Par contre, on a 5 différents systèmes d'utilisation de déploiement. 3 pour des traînées de poudre, 2 sur des feux de pile. C'est un peu, c'est des grands feux que je parle aussi. Je devrais vérifier les chiffres et vous donner. Je pourrais dire oui, on a la stratégie, mais on cherche les données. Je vous comprends très bien. Oui, ça c'est la raison que je soulève la question. S'il y a des chercheurs là qui sont intéressés, et il y a aussi les données qui sont déjà collectées. Donc, oui, c'est exact. Il y a une main en haut aussi. On va juste vérifier maintenant, s'il vous plaît. Avez-vous une question? Levez votre main, s'il vous plaît. Oui, peut-être les gestions de données. Il n'y a pas de valeur si vous avez quelque chose, n'utilisez pas. Il faut avoir la capacité d'avoir ce concept, les pressions barométriques par exemple, et toutes les choses. Je pense que c'est important à une étape en avant, une pas en avant. On a ça, mais il faut l'utiliser.
Merci beaucoup, Chris Yannick, pour votre contribution, votre présentation vraiment intéressante. Et comme mentionné au commencement, gardez une œil ouverte pour l'invitation le 31 mai qui prendra lieu basé sur les Premières Nations, les, les Premières Nations, les plans d'évacuation des Premières Nations et des feux répandus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous. 14h56 temps de l'Est à Montréal. Merci pour toutes les coordinations qui ont tous fait un excellent travail. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Le 31 mai, heure à vérifier. Merci beaucoup à tous.